Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Où est passé le silence ?», et il est ainsi chapeauté. Face au brouhaha de nos sociétés qui saturent nos oreilles en même temps qu'ils détournent notre attention, la quête de silence devient un véritable défi. Comment lutter contre le bruit et retrouver la sérénité ? Réponse dans ce numéro du 1 autour de l'historien Alain Corbin, du neuroscientifique Michel Levancuyen ou encore de l'écoacousticien Jérôme Sueur. Notre prochain enregistrement public aura lieu le 17 novembre. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site et nous mettrons en ligne mercredi le deuxième des 4 épisodes de notre conversation avec Aliette Martin et Olivier Giel qui totalisent à eux deux un siècle au service de la comédie française. Autrement dit, tout ce que vous avez voulu savoir sur la comédie française et que vous ne saviez pas à qui demander, vous le trouverez dans ces 4 épisodes. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous d'abord maintenant au premier des 2 sujets que nous avons choisi d'aborder, celui de la grande cause nationale qui a été proclamée par le Premier ministre. Cette grande cause nationale, c'est, comme vous le savez, la santé mentale. Fin septembre, Michel Barnier a annoncé qu'il souhaitait faire de la santé mentale la grande cause nationale de 2025. Ce label, créé en 1977 et décerné à un thème de société porté par des organismes à but non lucratif ou par des associations, il permet notamment une visibilité accrue via des messages sur les radios et les télévisions publiques. Affirmant qu'il s'agit pour lui d'une cause presque familiale, à l'origine de l'engagement de sa mère sur le sujet, Michel Barnier a évoqué sa volonté de décentraliser la prise en charge des patients. Devant les députés, lors de son discours de politique générale le 1er octobre, il a rappelé que les crises successives, dont le Covid, ont eu un effet important et aggravant sur le bien-être psychique des Français, notamment celui des plus jeunes, et il a précisé qu'un Français sur 5 connaît des problèmes de santé mentale à un moment donné de sa vie, c'est-à-dire 13 millions de personnes. Une récente étude réalisée par Indeed et Opinionway atteste aussi d'un mal-être grandissant dans le milieu professionnel. Près d'un salarié sur 2, 48%, craint pour sa santé mentale, tandis qu'un tiers a déjà été concerné par un burn-out. Ces troubles représentent le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie, avant les cancers et avant les maladies cardiovasculaires, pour un montant de 25 milliards d'euros. En intégrant les coûts indirects liés notamment aux arrêts de travail longs, dont elle est la première cause, la dépense annuelle en santé mentale atteindrait les 163 milliards d'euros en 2018 contre 109 en 2007, c'est-à-dire 4% du PIB. Cette décision de faire de la santé mentale une grande cause nationale est un coup de projecteur réclamé depuis 1 an par un collectif de plus de 3000 organisations. Depuis 2010, en effet, 310 postes de psychiatres n'ont pas été pourvus à l'internat, dont 65% entre 2019 et 2023. En 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants. La capacité d'accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. La répartition géographique des psychiatres est très inégale. La pédopsychiatrie est un domaine sinistré, avec un nombre de praticiens divisé par 2. Une dizaine de départements n'a même plus un seul praticien de pédopsychiatrie. Et le Premier ministre a annoncé, pour répondre à toutes ces données, un doublement du nombre de maisons des adolescents et la généralisation de la formation aux premiers secours en santé, proposition reprise du rapport du haut-commissaire au plan François Bayrou. Michel Barnier propose également de consolider la prévention des maladies mentales
Il souhaite que la recherche dans cette matière soit encouragée et il insiste sur la nécessité de favoriser les rapprochements entre structures pour améliorer l'efficacité de l'accompagnement, le tout pour un montant envisagé de 600 millions d'euros sur cette question. Nicole Niesotto. Oui, quand le Premier ministre a annoncé que la grande cause nationale serait la santé mentale, j'avoue que j'ai au départ été surprise. Je me suis demandé si on était devenu si fou que ça. Et puis en regardant de plus près, je me suis dit qu'effectivement, il y avait urgence. Et comme vous l'avez dit, Philippe, les chiffres sont quand même très inquiétants. Et je crois que la raison pour laquelle le sujet est bien choisi, c'est que il y a une espèce d'entonnoir, 3 raisons qui se mélangent pour faire de ce problème un problème de société, pas simplement un problème médical. Il y a effectivement la recrudescence ou la multiplication des cas de malaise mental. Il y a le coût économique et social qui est très important. Et puis, il y a la crise de l'offre psychiatrique, de l'offre de santé mentale en France. Et donc, c'est la conjonction de ces 3 crises qui crée effectivement un problème d'ampleur nationale. Alors, quand on regarde le premier point, la recrudescence des crises en matière de santé mentale, je crois qu'il est intéressant de s'interroger sur les raisons. Alors, vous avez cité le Covid, mais il n'y a pas simplement le Covid, il y a ce qu'on appelle une polycrisis, le climat. L'éco-anxiété est devenue quelque chose de très important dans les jeunes générations, qui est en partie responsable de la baisse de la natalité. Il y a évidemment, non pas le Covid, mais la solitude, l'isolement pendant le Covid qui a frappé toute une génération de première année de fac, et qui sont quand même la génération à venir. Il y a la guerre en Ukraine, et cette espèce d'ambiance un peu générale sur le fait que la guerre est notre avenir commun, et quand on regarde en librairie les ouvrages qui sortent, c'est toujours sur l'avenir de la guerre. Il y a la précarité économique et sociale, le stress au travail, le suicide au travail, qui joue un rôle très important. Et enfin, l'usage abusif du numérique. Et je cite exprès ces causes pour expliquer la recrudescence des cas, pour dire que, premièrement, la bonne solution à ces problèmes de santé mentale, ce ne sont pas uniquement des solutions médicales, même si elles sont nécessaires. Vous en avez cité un certain nombre proposés par le Premier ministre, mais que c'est véritablement un problème de société. C'est un ensemble de conjonctions, de facteurs conjoncturels qui créent un problème qui dépasse largement la France. Et donc, toujours sur ce point de la recrudescence des cas, j'ai regardé ce qui se passe en Europe, et il se trouve que la Commission européenne, l'année dernière, en 2023, a sorti un gros rapport avec des recommandations sur la santé mentale des Européens, assorti d'un sondage Eurobaromètre très intéressant, dans lequel est d'ailleurs suivi de décisions du Conseil des ministres de la Santé, dans lequel on s'aperçoit que la France est dans la moyenne des Européens en matière de santé mentale. Il y a 2 points sur lesquels les Français se distinguent. C'est bien sûr, ça on le sait, la France est première dans l'utilisation, première au monde, pas seulement en Union européenne, mais au monde dans la consommation de psychotropes. Et le deuxième point sur lequel la France se distingue un tout petit peu, c'est qu'on est encore dans la moyenne haute pour le taux de suicide par habitant. On est à 13 pour 100 000. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette question, qui est effectivement essentielle, est un problème général de crise de nos sociétés libérales, et qu'il faut le prendre dans son ensemble. Et c'est là où je voudrais venir à mon deuxième point, les remèdes. Le Premier ministre a donné un certain nombre de suggestions, mais quand on regarde la stratégie en tant que telle, là aussi, je crois que la ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, s'est inspirée des propositions de la Commission européenne, pour une fois que la Commission européenne a effectivement un rapport qui est extrêmement bien fait sur une question de société, et en proposant ce que l'Europe appelle une approche doublement intégrée, c'est-à-dire
intégrer le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation et le ministre du Travail pour trouver des solutions communes et non pas simplement des solutions médicales. Et deuxièmement, une approche plus intégrée entre l'hôpital, parce qu'en France, on a une hyper-hospitalisation des problèmes psychiatriques, et le soin en ville, les associations, les ONG, etc. Et c'est un peu ce que pense pouvoir faire Madame Darrieussecq. Et donc là, je trouve qu'on est en phase avec le diagnostic de l'Europe, qui est un diagnostic inquiétant en matière de santé mentale. J'ai oublié de dire que les Français sont le plus déprimés des peuples de la Terre, si tant est que la déprime sur l'avenir est un problème de santé mentale, je ne sais pas. Et on est en phase aussi avec la stratégie de réponse à cette question nationale. Nicolas Bavrez. Il est vrai que les maladies mentales restent largement l'objet d'un grand tabou en France et que le prix qu'on paye pour ça est extrêmement élevé. Comme on l'a dit, il y a 1 personne sur 5 dans le monde, sur les 8 milliards d'hommes, qui souffrent de troubles psychiatriques. Et la pandémie, tout ce qui a été rappelé, mais surtout la pandémie de Covid, a beaucoup accéléré les choses. Donc aujourd'hui, il y a 36% des Français qui sont en situation de souffrance psychiatrique et on a un problème important chez les jeunes et notamment chez les jeunes filles où on a un des taux de suicide de fait les plus importants d'Europe aujourd'hui. Et comme il a été dit, c'est pas seulement un problème de santé publique, c'est un problème économique. Donc les pertes pour l'économie française, c'est aujourd'hui à peu près 200 milliards d'euros et on pense que ça atteindra 300 milliards d'euros en 2030. Alors, en face de ce constat, c'est vrai que la psychiatrie française, elle est sinistrée. On l'a dit, il y a 48% des postes qui sont vacants. On a fermé à cause de ça 88 000 lits en 25 ans. Et il y a une insuffisance de la recherche, et y compris aujourd'hui des pénuries de médicaments qui sont extrêmement pénalisantes pour les malades. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que quand on regarde l'histoire, en fait, la France a eu un rôle extrêmement important dans l'invention de la psychiatrie moderne. C'est Pinel qui l'a inventé en 1791. Ensuite, on a eu Charcot sur le système nerveux, Laborie sur les premiers neuroleptiques et anxiolytiques. Et puis Esquirol, qui au XIXe siècle avait imaginé un système où dans chaque département, on avait un système de prise en charge des malades. Et donc, c'est tout à fait surprenant qu'on ait réussi à faire de la France un espèce de désert psychiatrique. C'est surprenant aussi parce que quand on regarde ailleurs, on a parlé de l'Europe, mais c'est spectaculaire de voir que, par exemple, aux États-Unis, la recherche psychiatrique, c'est 16% de la recherche médicale, contre moins de 4% en France. Aux États-Unis, les États-Unis investissent plus d'1 milliard de dollars par an dans des startups spécialisées dans la santé psychiatrique. Et quand on regarde aussi des pays comme le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, partout, on a eu des programmes massifs de sensibilisation et d'investissement dans la santé mentale. Alors, tout ce qui a été dit, et on peut que se féliciter de ce choix de la grande cause nationale. Je crois que sur la dimension de la sensibilisation et l'effort de prévention, c'est très bien. Mais je crois quand même que la base, c'est qu'il nous manque un grand plan pour la santé mentale. Je rappelle qu'on l'a réussi pour le cancer, où le plan cancer a donné d'excellents résultats. Et de fait, aujourd'hui, on a quand même un énorme problème d'attractivité pour les métiers du soin psychiatrique, avec toutes les catégories de métiers concernés, mais la pénurie de médecins est particulièrement forte. Et effectivement, la pédopsychiatrie est devenue vraiment sinistrée. Il y a un problème de réorganisation de l'offre entre les psychiatres, la médecine de ville, les infirmiers, les psychologues et les familles des malades. Il y a des financements qui sont complètement rigides avec le budget global qui convient plus du tout au système, et puis avec un quadrillage du territoire, un système de zonage qui est antédiluvien. Et puis surtout, c'est un enjeu majeur de recherche et d'innovation. Le grand continent de la médecine du XXIe siècle, c'est le cerveau, et la France ne peut pas être absente de ce terrain. J'ajoute enfin que la façon dont un
pays traite ces malades psychiatriques, c'est assez révélateur de l'état de son système de santé, mais aussi d'une certaine manière de l'état de la société et de la démocratie. Et la faillite de la psychiatrie française aujourd'hui, me semble-t-il, est aussi à mettre en lien avec la crise de notre démocratie. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais commencer en rappelant la définition de la santé mentale de l'OMS, qui est extrêmement holistique, et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça rend compte de la difficulté au fond d'être en bonne santé mentale. Alors que dit l'OMS ? La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors avec ça, vous imaginez bien que... Il me semble que j'ai été en santé mentale un jeudi, mais je me souviens plus très bien de voilà, quelle année. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'au fond, la santé mentale est un objectif à poursuivre tout au long de sa vie, mais qui nous échappe en permanence, selon l'OMS. Mais en tout cas, blague à part, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de réaliser que lorsqu'on parle de santé mentale, comme l'a dit Nicole, il s'agit évidemment d'un enjeu de société. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Michel Barnier nous dit qu'il fait de la santé mentale une grande cause nationale, on a tous en tête qu'en fait, il s'agit de la maladie mentale dont il va faire une grande cause nationale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas vraiment de l'idée d'être en très bonne santé en termes de bien-être. Et donc, il y a quelque chose dans cette grande cause nationale qui repose sur une forme d'ambiguïté. D'abord, moi, je me suis occupée d'une grande cause nationale il y a fort longtemps, et je voudrais rappeler qu'est-ce que c'est que, en fait, une grande cause nationale de manière très concrète. Ça consiste à avoir des spots télévisés et des spots radiophoniques qui sont en fait confiés à des ONG, à des associations, à des acteurs de la société civile. Ça ne consiste pas à mettre en œuvre une politique publique avec des moyens. Et je crois que c'est bien là la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que, comme ça a été rappelé par Nicolas notamment, la psychiatrie est aujourd'hui en France sinistrée. Elle n'est pas attractive puisqu'elle représente la dernière spécialité choisie par les étudiants en médecine. Il y a pratiquement la moitié des postes en psychiatrie à l'hôpital qui ne sont pas pourvus. Donc on est dans une situation où l'attractivité sociale de la psychiatrie est nulle, où les moyens consacrés à la psychiatrie seront en augmentation, comme l'a dit le Premier ministre, de 600 millions d'euros, mais où, dans le même temps, depuis 25 ans, le nombre de malades suivis a été multiplié par plus de 2, et où 60% des malades ne répondent plus en fait aux traitements qui leur sont proposés. Donc on est dans une situation où en fait la France a été pionnière avec Pinel, mais elle est aujourd'hui, c'est pas qu'elle est à la traîne, mais c'est qu'elle a une difficulté par rapport à une société malade et qu'elle n'a pas les moyens médicaux, en fait, elle ne met pas les moyens médicaux pour répondre à cette forme à la fois de maladie de langueur et de maladie et de souffrance psychique qui croît. Donc ce qui est intéressant, c'est dans les réactions qui ont été celles faites à l'annonce de Michel Barnier, que les psychiatres ont été assez nombreux, non, à dire c'est très bien, ils n'allaient pas dire le contraire, mais à dire aussi ne confondons pas ce qui relève de la santé mentale, c'est-à-dire d'un véritable marché aujourd'hui autour de sentez-vous mieux, lisez un bouquin sur le bien-être, allez vous faire masser les pieds, enfin que sais-je, et puis la réalité de ce qu'est la maladie mentale et du fait qu'aujourd'hui s'enracine dans la société française une manière de détourner le regard par rapport à cette maladie mentale, parce qu'au fond tout le monde dit je suis un petit peu malade. Donc je crois que l'un des enjeux importants de l'annonce de Michel Barnier, qui a évoqué de manière assez sensible l'engagement de sa mère, les difficultés qui ont pu être celles de proches, sans s'attarder là-dessus, c'est comment est-ce qu'on regarde effectivement où se situe la souffrance, comment on y remédie et comment chacun ne va pas d'une manière, comme une sorte de prétexte, dire moi aussi je suis un petit peu malade et donc souciez-vous de mon bien-être. Ce qui est clair, c'est que c'est aujourd'hui la relation entre la société et les individus qui est abîmée. Et je voulais juste dire une petite chose par rapport à ce que dit Nicolas sur les enjeux économiques, c'est que les entreprises, effectivement, commencent à se préoccuper de manière assez forte de santé mentale, c'est intéressant, mais je ne sais pas si ça me rassure. Parce que le fait que chez AXA, chez d'autres grands groupes, aujourd'hui, on dise, regardez, on met en place des ateliers pour que vous sentiez mieux et que vous travaillez mieux, c'est bien, mais ce qui compte, c'est aussi de s'occuper de manière précise, forte et efficace de ce qui relève de la maladie mentale, de la psychiatrie, et de mettre les moyens de la politique publique au service de la grande cause nationale.
la maladie mentale n'a pas vraiment été une grande cause nationale à travers les siècles, parce que les noms que vous avez évoqués, Esquirol, Pinel, auxquels on aurait pu ajouter Philippe Paumel, l'inventeur de la psychiatrie de secteur, après la guerre, celle qui voulait désasiler le plus possible du traitement, déchroniciser le plus possible du traitement de la maladie mentale, ça pèse relativement peu face aux 75 000 morts de faim de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des documents épouvantables de directeurs d'hôpitaux psychiatriques qui appellent au secours, qui décrivent la manière dont les malades se mangent eux-mêmes les poings. Le directeur de l'asile dans lequel était Camille Claudel écrit à Paul Claudel pour lui dire qu'il a déjà perdu 800 de ces malades qui sont morts de faim. Je veux dire, ça s'est fait à l'époque dans une indifférence pour laquelle on trouvera toujours des explications du genre chacun était déjà très préoccupé par son propre sort. Mais ce qui est encore plus impressionnant, en tout cas moi ce qui m'a encore le plus impressionné, c'est que sur cette question des malades morts de faim et des causes de la mort de faim de ces malades, une commission d'enquête a été créée en 2003 et elle a fait un très intéressant et terrible travail, mais c'est dire à quel point le sort des malades asilés a été un sort indifférent au reste de la société et toute la difficulté qu'ont eu des gens précisément comme Philippe Paumel pour mettre en place un écheveau d'institutions qui puisse prendre en charge les malades depuis la manière la plus légère jusqu'à la manière la plus chronique, c'est-à-dire celle de l'asile. Et là, je crois que l'héritage de la psychiatrie de secteur et l'héritage de Philippe Paumel n'a pas été convenablement entretenu. François Bujon de Letton. Et vous avez tous les quatre couvert très largement le sujet, et j'aurais pu ajouter tout ce que vous avez dit. Je dois confesser que j'ai été surpris au début de découvrir dans le discours de politique générale du Premier ministre qui faisait de la santé mentale une grande cause nationale. Quand on pense à la liste impressionnante de problèmes et de priorités qu'a la France et qu'a son gouvernement, on ne s'attendait pas à voir ce sujet arriver, si j'ose dire, sur le dessus de la pile. Et puis, quand on se penche effectivement sur le sujet, on découvre l'ampleur du problème, qui est absolument considérable et que vous avez tous illustré, mais que je rappelle en quelques mots. Enfin, quand on découvre qu'un Français sur 5 a eu ou aura un problème de santé mentale, ça interroge. De même, quand on découvre que c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, aujourd'hui, déjà. Et que, au-delà même de cela, les motifs psychologiques sont la deuxième cause d'arrêt de maladie. C'est une chose qui est d'autant plus extraordinaire qu'on vient enfin de se poser la question de l'excédent des arrêts de maladie. Et on découvre au cœur de tout ça les problèmes de santé mentale. Donc l'ampleur du problème ne fait pas de doute et on comprend très bien, en plus des raisons familiales d'ailleurs assez touchantes et très respectables pour lesquelles Michel Barnier s'est intéressé à ce sujet, qu'il en ait fait une cause nationale. Mais ensuite on est forcé de se poser une question que Lucile a abordée en passant, qui est quelle est la valeur de déclarer que tel ou tel sujet est une grande cause nationale. Est-ce que vraiment cela vaut la peine de lui donner ce label? Alors je rappelle que dans les années passées, on a donné le label de grande cause nationale à l'égalité homme-femme, par exemple. On l'a même fait 2 fois, si ma mémoire est bonne, en 2017, puis de nouveau en 2022. Et on découvre en 2025, dans le rapport de la Cour des comptes, la phrase suivante, cet effort ne se traduit encore que par des avancées limitées. Donc, il faut s'interroger sur la valeur de la grande cause nationale. Il y a d'autres cas dans lesquels ça a beaucoup mieux marché. Rappelez-vous que Chirac, pendant sa présidence, son 2e mandat, je crois, avait donné ce qualificatif à la lutte contre les accidents de la route et à la santé routière. Et dans le domaine du cancer, je crois qu'on a obtenu des résultats avec ce sujet de grande cause nationale. En tout cas, il ne fait pas de doute que déclarer un sujet grande cause nationale aide à mettre le projecteur sur lui et a au moins une très grande valeur pédagogique pour la prise de conscience, pour inciter les gens à s'intéresser au problème et à découvrir, comme je le fais, l'ampleur du
du sujet. Tout ceci est important puisqu'il y a beaucoup de choses, vous l'avez rappelé, Lucille, qui vont avec. C'est-à-dire que tous les messages que les associations, les spécialistes ont à passer sur les radios ou les télévisions publiques qui passent gratuitement, tout ceci fait qu'il y a bien entendu une publicité très importante donnée au sujet. J'ajoute que c'est d'autant plus important dans le cadre de la santé mentale que très souvent, les gens qui souffrent de pathologies mentales sont stigmatisés comme tels et que le problème de la déstigmatisation de la maladie mentale est au cœur du sujet. Donc, au fond, tout ça est très bien. Je crois qu'il faut se féliciter de tout cela. Alors, Nicolas dit avec raison, il n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de grand plan Marshall, ou je ne sais pas comment on l'appellera, ou de Grenelle de la santé mentale. Non, c'est vrai, mais c'est le stade suivant, ça, sans doute. Il faut peut-être commencer par le commencement, et je pense que l'effort de publicité que va entraîner la découverte de ce sujet est très important. Alors, il n'y a pas de solution facile non plus, il faut dire. Et il y a une foultitude de suggestions concrètes qui sont faites pour améliorer la santé mentale des Français, plus que le problème des maladies mentales, qui n'en est qu'une partie. Le problème, vous l'avez dit en passant, de la santé mentale est plus large et concerne en réalité le bien-être et singulièrement le bien-être au travail de toute une population. Et dans ce domaine, je crois que le fait que les entreprises découvrent le sujet et ont découvert à l'occasion du Covid et du confinement qu'il y avait des dégâts et qu'il allait falloir transformer la façon de travailler, l'invention du télétravail, un certain nombre de choses convergent en même temps que cette découverte du problème de la santé mentale pour que le monde de l'entreprise réfléchisse à une organisation nouvelle, probablement, du travail ou des méthodes de travail qui touchent évidemment le cœur de notre sujet. Nicole Nisotto. Deux points rapidement. Dans l'étude de la commission, le lien entre santé mentale et coût économique est évident parce que c'est la commission et que c'est son cœur de métier. Mais les chiffres sont quand même impressionnants. Selon la commission, la santé mentale des 27 plus du Royaume-Uni coûterait 600 milliards d'euros par an, donc soit 4% du PIB européen, dont 1,6% du PIB dû au coût induit sur l'économie, c'est-à-dire l'absentéisme pour santé mentale. Donc, c'est vrai qu'il y a effectivement non seulement un problème de société, un problème de l'offre de psychiatrie, mais dans ces périodes de rigueur budgétaire, il y a aussi un problème économique. Et moi, je crains, je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une espèce de rencontre entre l'objectif de réduction de la dette et l'objectif de la santé mentale, qui sont un peu contradictoires sur certains points, parce qu'il faut un budget pour traiter ce problème. Et quand on regarde notamment la crise de la psychiatrie, c'est vraiment la logique libérale qui a amené la fermeture de 60% des lits d'hôpitaux en France, de lits d'hôpitaux de psychiatrie, entre 2008 et 2019. Et donc, il faut faire attention à ce que la logique libérale et la logique de la santé ne se rencontrent pas. Un dernier point, Philippe. Pour reprendre ce que disait Lucille sur qu'est-ce qu'une bonne santé mentale, qu'est-ce qu'une société en bonne santé, j'ai regardé quel était le pays le plus heureux au monde. Alors c'est un critère comme un autre, c'est juste pour peut-être anecdotique, mais ce qui est quand même intéressant, c'est le World Happiness Report. Et donc les pays les plus heureux au monde sont la Finlande et la plupart des pays nordiques. Les critères étant le revenu par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l'absence de corruption. Ce qui est intéressant, c'est que donc que des critères économiques et sociaux pour faire le bonheur. La Lituanie est première, mais c'est aussi le pays où on se suicide le plus. Soyez heureux, suicidez-vous. Nicolas Bavrez. Je voudrais rappeler que dans les difficultés du système de santé français, s'il y a quelque chose qui n'est pas en cause, c'est le libéralisme, puisque c'est un système qui est totalement étatisé et administré. Et que la gestion par la pénurie, elle a été faite avec la restriction de l'accès, la baisse d'accès aux médicaments, la baisse d'accès aux soins. C'est parce que on a un système qui, effectivement, est géré comme il est déficitaire. L'État le gère en restreignant l'accès aux soins. C'est un système qui, pour le coup, est plutôt dans une logique soviétique que dans une logique libérale. Si on en revient à
à la psychiatrie, ce qui est intéressant dans les idées fausses, c'est effectivement, on est dans une logique stigmatisée et puis reléguée, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de choses qui ne sont pas... qui ne sont pas faites, parce que quand on a peur, on n'agit pas. Or, premièrement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a de la prévention possible, la prévention extrêmement utile en matière psychiatrique. La deuxième chose, peu connue également, c'est que le soin, ça marche en psychiatrie. Quand c'est pris à temps, on soigne 67% des dépressions, 60% des schizophrénies. Et donc, par ailleurs, l'investissement paie. Et la troisième chose qui rapproche du plan cancer, on a rappelé que tout à l'heure que 60% des traitements ne sont pas adaptés. Mais précisément, aujourd'hui, on peut faire de la psychiatrie de précision, de la psychiatrie ciblée et adaptée. Et de même que les progrès accomplis dans le cancer viennent du fait que maintenant, on a une cancérologie qui est une cancérologie ciblée, une cancérologie de précision, on peut faire exactement la même chose en matière de psychiatrie. C'est ce que font les États-Unis et il n'y a aucune raison. Normalement, la France a tous les atouts pour essayer d'investir ce domaine avec succès. Lucille Schmitt. Oui, ce qui me semble important, c'est ce qu'on dit tous, c'est en fait, quand il n'y a pas le budget, quand il n'y a pas les moyens, il y a très vite une suspicion qu'en fait, on dit ça pour communiquer. Et c'est beaucoup plus grave de dire quelque chose juste pour communiquer sur la santé mentale que sur tout autre sujet, parce que c'est un sujet qui est au croisement de l'intime et de la société. Et pour cette raison même, la détermination d'en faire une politique publique est quelque chose qui permettra véritablement que ce soit une grande cause nationale. Vous disiez, François, que certaines causes ont marché et d'autres non. Celles qui n'ont pas très bien marché, c'est celles sur lesquelles, d'une certaine manière, la rencontre entre la politique publique et la société ne s'est pas faite. Et là, donc, il faut espérer qu'il y ait cette rencontre entre la psychiatrie à l'hôpital et en médecine de ville et un regard différent de la société. Je vous remercie. Demandons-nous maintenant ce que la Corée du Nord et l'Iran vont chercher en secondant la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 22, Pyongyang et Moscou n'ont cessé de se rapprocher. La Corée du Nord a fourni des armes et des munitions à l'armée russe, dont au moins 3 millions d'obus d'artillerie et des dizaines de missiles balistiques. En retour, selon un rapport du renseignement américain paru en mai, la Russie aide activement Pyongyang à contourner les sanctions et à développer des systèmes d'armement. En juin, les deux pays ont conclu un partenariat stratégique global qui comprend une assistance militaire mutuelle. Pour la Corée du Nord, les revenus générés par les ventes d'armes, qui s'ajoutent au blocage russe de nouvelles sanctions au Conseil de sécurité, contribuent à stabiliser l'économie nationale qui a souffert de plusieurs années d'isolement. La guerre en Ukraine fournit également de précieux enseignements à Pyongyang sur l'utilisation de ces armes sur le champ de bataille ukrainien. Enfin, la Corée du Nord cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, puissance protectrice de longue date avec laquelle les relations se sont récemment dégradées. Le 18 octobre, le service national de renseignement sud-coréen a annoncé que Pyongyang avait décidé d'envoyer des troupes importantes pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Au total, 12 000 soldats nord-coréens devraient être déployés. Déjà 1500 sont arrivés en Russie, répartis dans les bases militaires de l'Extrême-Orient, et ils devraient rejoindre les lignes de front à l'issue de leur formation. Les Nord-Coréens seraient déjà présents dans la partie occupée de l'Ukraine, le Donbass. Selon les médias ukrainiens, 6 d'entre eux auraient été tués dans une attaque de missiles près de Donetsk, début octobre. L'OTAN et les États-Unis disent avoir des preuves de l'envoi des 12 000 soldats nord-coréens en Russie. Ces derniers mois, Moscou n'a pas seulement renforcé sa coopération avec Pyongyang, mais aussi avec la Chine et l'Iran. Les Occidentaux ont acquis la certitude que l'Iran a livré récemment plus de 200 missiles balistiques Phase 360 à la Russie. Américains et Britanniques craignent que Moscou, en échange de ses armes d'une portée maximale de 120 km et dotée d'une ogive de 150 kg, ait partagé des secrets nucléaires avec l'Iran, comme le soulignait le mois dernier le quotidien britannique The Guardian. Le sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan, en Russie centrale, du 22 au 24 octobre, intervient alors que Moscou, qui gagne militairement du terrain en Ukraine, a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis, notamment la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, présentes à ce sommet. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Le sujet est brûlant puisque la guerre fait rage toujours en Ukraine et qu'au fil des mois et des semaines, on a découvert d'abord que la Russie était alimentée en obus d'artillerie par la Corée du Nord, qu'elle tirait des missiles qui étaient d'origine iranienne. Et maintenant, on découvre que la Corée du Nord envoie des troupes, 12 000 hommes, qui sont des troupes très entraînées et qui sont des forces spéciales, très largement. Donc, ça n'est pas du tout n'importe quoi et ce n'est pas de la vulgaire chair à canon que la Corée du Nord envoie à la Russie, un peu comme les pays des Balkans offraient jadis une infanterie facile, qu'on appelait les bachibouzouk, aux troupes ottomanes. Mais il s'agit vraiment d'un nouveau développement, et tous ces développements sont très singuliers puisqu'ils aboutissent en outre, ce que suggérait Philippe, à reconstituer ce que George W. Bush, il n'y a pas si longtemps, appelait l'axe du mal. Quand on voit la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran se rassembler autour d'une cause qui est considérée comme mauvaise par les Nations Unies, puisque celles-ci blâment et assortissent de sanctions l'agression russe contre l'Ukraine, on ne peut que s'interroger sur les prolongements possibles de tout cela. Alors, est-ce que l'entrée en scène de l'Iran et de la Corée du Nord est vraiment un coup de théâtre? Oui et non, je veux dire, parce que c'est venu de façon un petit peu étagée et de façon, au début, je trouve très, très, très modeste. Mais voilà que maintenant, ça prend des proportions. Et je trouve que ça révèle, en tout cas, beaucoup des maux auxquels la Russie a à s'attaquer à propos de l'efficacité de ses propres troupes. Voilà que ce grand pays militaire qui voulait ne faire qu'une bouchée de l'Ukraine au début de l'opération militaire spéciale, entre guillemets, comme on l'appelle toujours à Moscou et au Kremlin, découvre qu'elle n'a pas assez d'obus pour tirer par son artillerie, qu'elle n'a pas assez de missiles pour écraser l'infrastructure ukrainienne et qu'elle n'a même pas assez d'hommes sans faire appel à une conscription nouvelle, et pour éviter évidemment les remous intérieures de ceci, elle fait appel au fond à des troupes supplétives qu'on trouve en Corée du Nord. Je rappelle que la Corée du Nord est pour cela très commode car c'est un arsenal d'une part et une caserne de l'autre. La Corée du Nord a 1 500 000 hommes sous les armes dans son armée régulière, plus bien entendu des centaines de milliers de réservistes. Et elle a, dans le domaine des réserves, des obus d'artillerie, etc., qui ne sont pas trop atteints par l'obsolescence programmée, elle a des réserves absolument insondables. Donc la tentation d'y faire appel est grande. Mais ce que cela révèle sur la faiblesse de la Russie, sur le fait qu'elle a besoin d'aide, au fond, pour parvenir à ses fins, est quand même extrêmement intéressant. Alors, voilà déjà une première considération. Moi, je trouve que il y a aussi des considérations diplomatiques qui sont très très importantes. La Russie cherche à remédier à l'isolement évident dont elle est l'objet dans sa guerre contre l'Ukraine. C'est un isolement relatif d'ailleurs, puisque beaucoup des pays qui au fond d'eux-mêmes désapprouvent l'agression contre un voisin se sont refusés à condamner publiquement la Russie ou à prendre des sanctions comme elle. C'est le cas de l'Inde, par exemple, de M. Narendra Modi. Mais si vous regardez le sommet des BRICS qui vient de se dérouler effectivement à Kazan, vous y découvrez des quantités d'États qui n'ont pas de véritable sympathie pour la guerre en Ukraine, mais qui malgré tout soutiennent ou en tout cas entourent la Russie et l'aident de façon souvent peu voyante à contourner les sanctions, par exemple, ou à permettre de continuer à fonctionner économiquement. Voilà, alors l'isolement de la Russie, bien sûr, et on voit très bien. Qu'attendent maintenant la Corée du Nord et l'Iran de cet engagement clair et net de la Russie? Il est clair que dans le cas de l'Iran, c'est essentiellement un soutien politique de la Russie. Mais dans le cas de la Corée du Nord, il s'agit aussi de transfert de technologie. Et dans le domaine, bien entendu, des missiles balistiques, et dans le domaine spatial, la Corée du Nord est très très dépendante de technologies russes. Donc on peut s'attendre légitimement à ce que ces développements amènent l'accroissement d'une coopération
opération militaire, ou en tout cas technologique, entre la Russie et deux pays qui sont au contraire au banc de la société internationale et qui sont assortis d'un régime de sanctions très rigoureux. Lucille Schmitt. Oui, je dois dire que dans cette manière dont on met un coup de projecteur sur la Corée du Nord, je trouve que cette situation est particulièrement ubuesque, mais marque la façon dont ce n'est plus seulement une opération spéciale qui se déroule en Ukraine, c'est le début peut-être d'une guerre mondiale. Et l'envoi de troupes, évidemment, modifie complètement, comme l'a dit François, la situation. Il y a une gradation, mais envoyer des troupes, c'est différent de fournir des armes. Le deuxième point intéressant sur la Corée du Nord, c'est que, on le sait, ils ont signé un nouvel accord d'assistance mutuelle, Russie-Corée du Nord en juin, et que, à l'évidence, dans cette question d'assistance mutuelle, la Corée du Nord attend une espèce de désenclavement de sa position sur la scène internationale, et puis elle attend de pouvoir tester, vous l'avez dit François, ses armements et la force de ses hommes, parce que quand vous dites c'est à la fois une caserne et puis, en fait, un dépôt de munitions. Effectivement, c'est pas n'importe quelle armée. En Corée du Nord, lorsqu'on fait son service militaire, on passe 10 ans dans la caserne, lorsqu'on est un homme, et 6 ans lorsqu'on est une femme. Et donc là, on mesure, en fait, ce qui est aux portes de la Corée du Sud. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est les réactions diplomatiques qui ont été en chaîne par rapport à cet envoi d'hommes. Ils étaient 1500, ils seraient peut-être 3000 maintenant. De la Corée du Sud, des pays européens, avec l'idée que quelque chose est en train de se passer qui change de dimension et de nature, donc la guerre menée par la Russie en Ukraine. La deuxième chose, c'est par rapport à la question de l'Iran, c'est assez différent parce qu'évidemment, l'Iran n'est pas la Corée du Nord et que l'Iran, d'abord, n'a pas un soutien de Moscou aussi clair que ça peut le sembler. C'est-à-dire que Moscou fait très attention, par exemple, à ménager relativement Israël jusqu'à présent. Et donc, il y a une question, effectivement, peut-être de désenclavement politique de l'Iran. Il y a aussi toute une discussion sur, au fond, aujourd'hui, la puissance réelle de l'Iran qui a été posée, notamment par Gilles Kepel, avec l'idée que peut-être l'Iran est beaucoup plus faible au niveau intérieur qu'on ne l'imagine. Au fond, ces deux pays ont en commun d'être relativement opaques à nos analyses. Plus la Corée du Nord, quoique François nous a proposé une interprétation, que l'Iran, mais il y a au fond quand même une difficulté pour nous à envisager réellement ce qui peut se passer en Iran après toutes les mobilisations autour du voile, même si on sait que 10% de la population est au fond corsetée par rapport aux Moudjahidines. Donc il y a une difficulté d'analyse et d'interprétation à laquelle nous faisons face. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en tout cas, la Russie réussit à, comme l'a dit François, être entourée. Elle n'est pas isolée sur la scène internationale. Et à mesure que la guerre en Ukraine se prolonge, cette question de difficulté à isoler la Russie est aussi une question ouverte posée aux pays européens et aux États-Unis. Et évidemment, la réponse à cette question dépendra aussi beaucoup de l'élection américaine qui se déroule actuellement et qui va avoir une réponse dans quelques jours. Nicolas Bavrez. L'envoi de troupes par la Corée du Nord marque évidemment une escalade dans la guerre d'Ukraine parce que c'est une situation clairement de co-belligérance. Et surtout, on voit une extension des opérations et une internationalisation. L'extension des opérations, c'est y compris sur le territoire russe avec la saisie d'un certain nombre de territoires par l'armée ukrainienne autour de Koursk. On voit aussi donc le nombre de co-belligérants qui monte, et puis on voit les armements qui montent également avec venant de l'Iran, par exemple la livraison de missiles balistiques et de drones à la Russie. Et par ailleurs, donc côté Corée du Nord, il y a 12 000 hommes des forces spéciales qui vont effectivement être engagés dans la région de Koursk. Donc ça nous montre bien que cette guerre d'Ukraine, c'est vraiment la matrice du XXIe siècle et qu'on a la mise en place de blocs. Donc on a les 4 néo-empires, Chine, Russie, Iran et Turquie qui est aux marges. Et puis on a de l'autre côté, appuyé par des pays comme Corée du Nord, Venezuela ou Cuba. Et de l'autre côté, on a
on a l'Occident. Mais c'est vrai que pour l'instant, les deux blocs, malheureusement, on a quand même beaucoup plus de cohésion et de rapprochement avec une vraie alliance Russie-Chine et par ailleurs un traité Russie-Iran. Et côté, c'est quand même une grande inquiétude côté Ukraine, c'est qu'on voit que côté Occident, ça se délite. Donc les États-Unis ont clairement les moyens de soutenir l'Ukraine, mais vont sans doute ne plus en avoir la volonté à partir du 5 novembre. Et quant à l'Europe, elle n'en a ni la volonté ni les moyens. On voit que la seule Corée du Nord a pu livrer 2,8 millions d'obus à la Russie. Et l'Europe, péniblement, on parle de 650 000, mais c'est sans doute beaucoup moins ce qui a été livré à l'Ukraine. Et derrière ça, ce qui est important aussi et là où il y en a un vrai basculement, c'est qu'on commence quand même à avoir une vraie liaison entre les 3 points les plus dangereux de la planète. Donc on a évidemment l'Ukraine, mais on a le Moyen-Orient, puisque là, à travers l'axe Iran-Russie, on a l'escalade qui passe au Moyen-Orient. Je rappelle quand même qu'entre Israël et l'Iran, c'est la première fois qu'on a des échanges directs de frappes entre un pays nucléaire et un pays du seuil. Et puis on a le lien avec la Chine et Taïwan, parce que il y a derrière le test de la Corée du Nord qui a renoncé à toute discussion avec le reste du monde, il y a le ciblage de la Corée du Sud, comme la Chine aujourd'hui renforce sa pression sur Taïwan. L'autre chose, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'Occident et du reste, et en fait maintenant, c'est nous qui sommes le reste. Quand on regarde le sommet des BRICS à Kazan, on en a parlé, mais il n'y a aucun isolement relatif de la Russie. À Kazan, il y a 24 dirigeants, et quand on dit que l'ONU, mais le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, est allé faire soumission à Vladimir Poutine, alors qu'on a une puissance qui est un membre permanent du Conseil de sécurité nucléaire qui a envahi un de ses voisins en violant toutes les principes et les règles des Nations Unies. Et l'ONU maintenant fait allégeance à la Russie et à la Chine. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a eu d'autres sommets au même moment. Sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, un bide absolu, il n'y avait personne. Sommet du Commonwealth au Samoa, c'est quand même intéressant de voir que l'Inde et l'Afrique du Sud sont à Kazan et pas au sommet du Commonwealth. Et donc, aujourd'hui, on voit se mettre en place, en fait, derrière ces BRICS, une volonté de structurer le système international contre l'Occident, politiquement, mais aussi économiquement et monétairement. Alors, c'est compliqué, il y a des intérêts divergents, mais très clairement, je pense qu'il y a une bascule qu'il faut suivre. Et ce que je trouve, par ailleurs, évidemment, très dommage, c'est que, évidemment, il y a une logique impérialiste de ces puissances, mais il y a aussi des fautes de l'Occident qui sont incroyables. Quand on voit aujourd'hui que dans le programme de Donald Trump, il y a le démantèlement systématique de ce qui peut rester de commerce international, de paiements mondiaux, avec des droits qui sont l'équivalent des mêmes erreurs que les États-Unis ont faites dans les années 30. Quand on voit que les pays occidentaux eux-mêmes sapent l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, que les démocraties sont incapables de respecter leurs valeurs et leurs principes, on est vraiment en train d'aider les autres en étant incapables d'assumer nos valeurs et nos principes. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai ressaisissement. Nicole Niesotto. Oui, je voudrais d'abord contester amicalement ce que vient de dire Nicolas Bavret, en particulier sur cette nouvelle structuration du monde entre les bons et les méchants, entre l'axe des autocrates contre l'Occident et l'axe des démocrates purs qui essayent de conserver ses positions. Je ne nie absolument pas qu'il y a un axe entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et d'ailleurs de temps en temps la Turquie qui joue sur les deux tableaux. Donc je ne nie absolument pas que ces pays sont des dictatures. Mais qui est membre de l'OTAN. Et qui est membre de l'OTAN. Que ces pays sont, à part la Turquie, des dictatures qui sont engagées dans une lutte contre les valeurs de la démocratie. Tout ça est absolument vrai. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire l'aide militaire à l'Ukraine, c'est exactement... À la Russie, pardon. C'est exactement ce qu'on fait, nous, avec l'Ukraine. C'est-à-dire que de leur point de vue, ils nous appellent, nous, l'axe des
hégémonique. De leur point de vue, ils font exactement vis-à-vis de la Russie ce que l'Occident fait vis-à-vis de l'Ukraine. Et quand je lis certains commentateurs qui disent que la Corée du Nord, en envoyant des troupes ou en vendant des armes, se met hors la loi internationale, c'est faux. Il n'est pas interdit de vendre des armes à qui que ce soit. Et donc, je voudrais juste avoir un regard un peu équilibré. Bien sûr que nous sommes occidentaux, mais de leur point de vue, ils représentent 60% de la population mondiale, à peu près un PIB beaucoup plus important maintenant que le PIB des Occidentaux, et de leur point de vue, ils font exactement ce qu'on fait, simplement ils ne sont pas dans le même camp que nous, et voilà, ça c'est le premier point. Pardon, mais enfin, même la Russie a violé le droit international. La Russie, oui, mais le fait de vendre des armes à la Russie, les pays qui n'ont pas voté les sanctions. Oui, mais envoyer des troupes, c'est pas la même chose que de vendre des armes. Ça c'est mon deuxième point de désaccord léger avec François Bujon de l'Étang. Pour l'instant, des accords légers qui me paraissent un peu lourds. Non, avec Nicolas, c'est un vrai désaccord qui date d'ailleurs de quelque temps. Mais sur ce que vous disiez, François, à savoir que l'envoi des troupes coréennes, si c'est avéré, parce que finalement on ne sait rien de rien. Ah si, on les a observés. Il y a des photos satellites, il y a déjà... Voilà, il y a au maximum 15 000. 12 000 ça fait 15 000. beaucoup de monde. Quand vous pensez que la Russie a besoin tous les mois de générer 30 000 nouveaux soldats, un envoi de 15 000 troupes de Corée du Nord vers la Russie avant qu'ils arrivent à la frontière ukrainienne, c'est peanuts par rapport aux besoins de la Russie. C'est absolument peanuts. Ça n'empêchera pas la Russie d'être obligée de mobiliser, ce qu'elle ne veut pas faire pour des raisons de politique intérieure. Mais encore une fois, on s'inquiète, et je suis la première à m'inquiéter de cette escalade du conflit. Mais 15 000 hommes, c'est rien par rapport aux besoins de la Russie. Et ça ne prouve pas le malaise russe qui est prouvé, lui, par beaucoup d'autres facteurs militaires, que cet envoi, pour moi, l'envoi des 15 000 troupes, c'est à ce stade purement symbolique. D'ailleurs, la grande chose que la Corée du Nord possède, c'est du nucléaire, et c'est la seule chose dont la Russie n'a pas besoin, puisqu'elle est égale, elle est largement supérieure à la Corée du Nord sur ce point. Donc ça, c'est le deuxième commentaire. Troisième commentaire, il me semble qu'il y a une très grande différence entre ce que fait la Corée du Nord et ce que fait l'Iran. La seule chose qui réunit ces deux pays, c'est un opportunisme stratégique, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc voilà, j'aide mon ami entre guillemets, parce que ce qui nous réunit, c'est l'anti-occidentalisme. Donc là-dessus, ils sont effectivement sur la même ligne, et de même qu'ils tous les deux cherchent un bénéfice en matière de communication. Le fait pour Kim Il-sung d'être sur la même photo que Poutine, c'est quand même très humiliant pour Poutine, et pour le président iranien d'être dans la photo des BRICS, c'est une très bonne chose en matière de réhabilitation de l'Iran sur la scène internationale. Mais il y a quand même une vraie différence, je pense, entre ce que fait la Corée du Nord et ce que fait l'Iran. L'Iran a des relations compliquées avec la Russie. Je rappelle que la Russie était de notre côté, nous occidentaux, pour essayer de barrer le nucléaire, la prolifération nucléaire iranienne, et que ce sont les Américains qui ont cassé le traité, ce ne sont pas les Russes. Les Russes étaient de notre côté avec les Chinois, donc il y a une relation très ambiguë sur ce plan-là. Et ce que cherche l'Iran, je crois, c'est évidemment un peu de matériel militaire. Elle a besoin de défense aérienne maintenant contre Israël, elle a besoin de matériel urgent, mais ce qu'elle cherche, c'est à poser des pions pour être, quand il y aura un règlement de la question, pour être avec la Russie, les deux puissances, entre guillemets, du Sud dans le règlement régional du conflit. Et ce que l'Iran ne veut pas, c'est que l'Occident soit le seul à décider de l'avenir de cette région, dont elle représente quand même une des très grandes puissances. François Bujon de l'Étang. Deux choses. Nicole, sur le point d'abord de désagrément entre vous et moi, il est plus léger que celui que vous avez avec Nicolas, mais je veux dire qu'on n'a peut-être pas encore vu toute l'histoire. Parce que 12 000 hommes, ça peut n'être qu'un début dans une série d'envois. C'est quand même, moi je suis davantage enclin à dire que on change complètement de paradigme quand on passe de la vente d'obus d'artillerie à l'envoi de troupes sur le terrain. C'est quelque chose qui est d'une nature différente. Et ça n'est peut-être que le début d'un processus. On verra, mais je trouve que c'est un grand changement quand même. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur précisément le point nucléaire que vous venez de toucher. Vous avez raison de dire que c'est les États-Unis qui ont dénoncé l'accord nucléaire de 2015 sur l'Iran et que ce n'est pas la Russie. Mais je trouve quand même très intéressant de voir que la Russie, qui a été pendant 30 ans
un des grands pays sur lesquels on pouvait s'appuyer en matière de non-prolifération nucléaire soit aujourd'hui allié avec 2 pays proliférateurs en chef, qui sont l'Iran, dont la priorité absolue en matière de politique de sécurité et de défense est de terminer la construction de son outil de dissuasion nucléaire, et la Corée du Nord, qui est un État qui a proliféré au vu et au su de la communauté internationale en bravant toutes les limites qui existaient. C'est un changement de position de la part de la Russie que je trouve très important et très inquiétant pour l'avenir de ce grave sujet qui est celui de la prolifération nucléaire. Je vous remercie. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brefs, que je vais introduire en venant en appui de 2 manifestations culturelles qui marchent très très bien. Et c'est justement parce qu'elles marchent très très bien que je crois qu'il faut venir en appui, parce que ça pourrait, comment dirais-je, dissuader la crainte de ne pas trouver de place ou de devoir faire la queue pourrait dissuader des personnes d'y aller. La première, c'est un film qui s'appelle Les graines du figuier sauvage, qui est un film de Mohamed Razoulov, un cinéaste iranien, qui est un film d'une extrême finesse et qui en même temps donne à voir avec une formidable précision ce qu'est la situation en Iran, et plus précisément ce qu'est la situation des femmes et des jeunes femmes. C'est un film dont toutes les séances sont pleines, mais on peut réserver. Et pour peu qu'on réserve et qu'on choisisse son heure, on est sûr d'avoir une place. Et franchement, ce serait dommage de ne pas aller voir ce film au motif qu'on craindrait de ne pas pouvoir rentrer. Et puis la deuxième manifestation, qui est elle aussi déjà, alors qu'elle a à peine 1 mois, qui est aussi déjà un succès considérable, c'est l'exposition Caillebotte au musée d'Orsay. C'est une exposition dont on peut dire qu'on ne la reverra jamais. Pourquoi ? Parce que, et là je l'ai découvert en parcourant l'exposition, il y a une quantité considérable d'œuvres de Caillebotte, que ce soit des dessins, et c'était un dessinateur formidable, ou des peintures qui sont dans des collections privées. Et donc, on ne les répétera pas avant longtemps, et c'est vraiment l'occasion de voir ces œuvres. L'exposition est magnifique, elle est très bien organisée. Je discuterai le thème, mais c'est tout à fait secondaire. Le thème, c'est Caillebotte et peindre les hommes. Bon, une espèce de vague idée de soupçons, pas de parfum, d'homoérotisme, de ce qu'on voudra. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est la diversité des tableaux et leur formidable originalité. Et donc là aussi, à Orsay, je me suis renseigné, j'ai interrogé, non pas auprès des autorités d'Orsay qui sont pleines de bonne volonté, mais je préférais avoir les renseignements de la part des jeunes gens qui sont embauchés, des étudiants qui sont embauchés en personnel supplémentaire pour garder les salles, des étudiantes et des étudiants qui disent « Venez, réservez pour 9h30, puisque c'est l'heure à laquelle ça ouvre, venez à 9h20, puisque quand vous avez réservé, vous pouvez rentrer tout de suite. » Et là, vous avez quand même longue exposition, qui est très possible, ou alors, venez le jour de la nocturne, je crois que c'est le jeudi, et vous visez quelque chose comme 19h. Là, il y a tout un public qui n'est plus là, qui est le public des collectivités, le public des écoles, le public du grand âge, du moyen grand âge, du petit grand âge, etc. Et donc, vous avez la possibilité de le faire. Mais vraiment, c'est une exposition exceptionnelle et qu'on ne reverra jamais. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais recommander aussi une exposition qui a commencé il y a une dizaine de jours au Louvre, qui s'appelle Figure du fou. Évidemment, la santé mentale m'y a conduite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise dans cette exposition combien le fou, évidemment, c'est chacun d'entre nous. C'est à la fois une figure symbolique et une figure réelle. Et puis, on voit, c'est le kaléidoscope du fou, de la cour, en passant par le carnaval, en passant par le jeu d'échecs. Et donc, j'ai découvert que dans le jeu d'échecs né en Inde, le fou était d'abord un éléphant, puis un évêque, puis est devenu un fou. Et donc, j'en tire évidemment toute une force symbolique. Et puis, j'ai vu aussi comment, à l'époque romantique, au 19e siècle, on recommence à s'intéresser au fou, mais en s'intéressant au fou royal, c'est-à-dire à Jeanne de Castille, à Charles VI. Et du coup, moi-même, je me suis intéressée à Jeanne de Castille, que je ne connaissais pas du tout, et j'ai découvert qu'elle avait été décrétée folle parce qu'elle aimait trop son mari et parce que son père avait envie de régner à sa place. Et j'ai trouvé ça très intéressant sur l'égalité homme-femme, qui a beaucoup progressé, me semble-t-il, depuis l'époque de Charles Quint. Grande cause nationale.
Sur l'exposition Caillebotte, c'est vrai que Caillebotte a souvent été considéré simplement comme un mécène et pas comme un peintre, et c'est un très bon peintre. Et c'est vrai que cette exposition est historique parce qu'il y a notamment beaucoup de tableaux qui viennent des États-Unis. Et en fait, les tableaux des États-Unis, c'est les tableaux du legs legs Caillebotte, qui a été refusé par les musées, français. Et les tableaux sont partis aux États-Unis, et c'est vrai que nous les retrouvons dans cette exposition. De mon côté, je voulais aussi recommander, même si le livre est contestable par certains côtés, mais il est directement lié à ce dont on a parlé, c'est le livre de Pierre Lelouch, Engrenage, sur la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Il est intéressant aussi par ses annexes, parce que on a notamment le projet de traité à la suite des négociations entre l'Ukraine et la Russie, le projet de traité d'avril 2022 et le projet de communiqué qui était joint. Signaler aussi le livre de Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini. Ils écrivent à quatre mains extraordinairement bien, et ils viennent de publier chez Passé Composé un Savonarole qui est un peu la suite de leur Machiavel. Et c'est vrai que c'est assez logique, puisque Machiavel, en fait, a écrit et a participé au pouvoir après l'exécution de Savonarole en 1498. C'est un livre qui est très intéressant parce que on est à la fois au cœur de la relation entre le politique et la religion, et au cœur de ce qui a amené à l'émergence de l'État moderne en Europe. Nicole Lisoto. Oui, sur Caillebotte, moi j'ai bien l'intention d'aller voir l'exposition, mais j'avais visité il y a 2 ans la maison Caillebotte, qui est pas très loin de Paris, et qui est une superbe maison d'ailleurs, avec un jardin exceptionnel. Et donc je recommande aussi pour compléter ce voyage Caillebotte. Moi, je voulais recommander surtout un roman égyptien qui s'appelle Au soir d'Alexandrie, qui est un roman d'Ala El Aswani, publié chez Actes Sud, et c'est lui, cet écrivain, qui avait écrit en 2002 ce roman extraordinaire qui s'appelait L'immeuble Yacoubian, qui a vraiment fait découvrir l'extrême vivacité de la société égyptienne contre la dictature, contre l'état policier de l'époque. À l'époque, c'était Moubarak. Et dans ce roman, Au soir d'Alexandrie, l'auteur recommence sur la même thématique, mais il situe son roman au début d'arriver au pouvoir de Nasser. Donc ça se passe fin des années 50, les années 60. Et c'est exactement la même contradiction entre une société civile qui est prise de liberté et qui se retrouve, d'ailleurs c'est une bande de copains qui se retrouvent tous les soirs dans un café de restaurant et qui refait le monde, et l'état policier qui se met en place. Et petit à petit, on voit, alors c'est très bavard peut-être, mais petit à petit, on voit comment le cosmopolitisme fait place au nationalisme le plus étriqué qui soit, et c'est terrible. Ça fait penser à Vienne dans l'entre-deux-guerres, comment la culture ne sauve pas de la tyrannie. François Bujon de l'Étang. Je reste proche de la géopolitique parce que je suis en train d'achever la lecture du roman d'Olivier Guèze qui s'appelle Mésopotamia, qui est sorti opportunément à temps pour la course au prix littéraire chez Grasset. Olivier Guèze a déjà obtenu le prix Renaudot en 2017 pour son livre sur la disparition de Joseph Mengele, qui était très remarquable. Mésopotamia est un roman historique, ou c'est de l'histoire romancée, je ne sais pas sous quelle forme il faut le présenter. C'est un roman, effectivement, qui est sur le dépeçage de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale par la France et la Grande-Bretagne, l'application de l'accord Sykes-Picot et la création de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Il est construit autour de figures qui sont évidemment des figures romanesques. La principale, c'est Gertrude Bell, qui est un personnage de roman idéal, puisqu'elle présente toutes sortes de caractéristiques qui intéresseraient beaucoup d'auteurs. Elle est anglaise, elle est très riche, elle a une vie sentimentale complètement ratée, et elle est un peu archéologue, un peu agent secret. Tout ça, très bien. Et c'est elle qui, au fond, a aidé à constituer un gouvernement autonome arabe en Irak et a aidé à tracer les frontières de ce qui est l'Irak moderne. C'était une amie et collègue de Lawrence d'Arabie. Le personnage est intéressant. Et au fond, c'est une façon romanesque, mais de se plonger dans les origines du Moyen-Orient moderne dont nous n'avons pas fini de parler dans les décennies qui viennent.
Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes, l'arrière-boutique qui est le studio dans lequel nous enregistrons cette conversation, Nouvelles Écoutes qui nous produit. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le 2e épisode de notre conversation avec Aliette Martin et Olivier Giel autour de la Comédie Française et puis dimanche prochain pour un nouvel esprit public.